Bonjour à tous. Rémi Kulagowski, chargé de mission grade culture à la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Donc j'accompagne Béranger Carrier, donc producteur à Saint-Thibéry, donc dans l'Hérault. Donc Béranger m'a demandé de l'accompagner, mais donc Béranger va présenter son outil de production et donc il le fait très bien seul. Donc je poserai peut-être quelques questions pour animer ou préciser quelques points, mais voilà, Béranger, je te laisse présenter ton système. Merci Rémi, bonjour à tous. Donc comme je me suis présenté tout à l'heure lors de mon interrogation, Béranger Carrier, je suis exploitant agricole donc dans l'Hérault, sur la commune de Saint-Thibéry, plus exactement dans la basse vallée de l'Hérault, à 10 km de l'embouchure du fleuve Hérault. Et donc voilà, nous on a une exploitation un peu atypique au milieu du secteur viticole qui est le département de l'Hérault. On fait de la multiplication de semences depuis bientôt 4 décennies avec mon père qui était déjà parti sur cette production-là alors que mon grand-père était plutôt en vigne. Et donc je suis la 3e génération d'agriculteurs là, sur l'exploitation et j'ai continué à la diversification. Mon père était passé de la vigne à la grande culture, moi je suis passé de la grande culture à la méthanisation. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, vous m'entendez si je parle comme ça parce que sinon j'ai le dos cassé. Ok, ça va alors. Donc en fait voilà, je me suis présenté comme étant agriculteur à basse vallée de l'Hérault, donc parce qu'en fait c'est une zone majoritairement inondable. J'ai 90% de mes terres en zone inondable et la problématique qu'on peut rencontrer en zone inondable et surtout avec des décennies de production vigne avant nous, c'est le manque de matière organique crucial dans nos champs. Il faut savoir que je me suis installé il y a 11 ans, j'avais fait des taux de matière organique de mes sols qui étaient entre 0,6 et 0,8 dans le meilleur des cas, et que je les ai refaits l'année dernière et on avoisine les 1,2, 1,3%. Donc c'est bien, il y a une évolution, mais en 11 ans, ça fait pas beaucoup. Les premiers élevages se trouvant ou sur le Larzac ou en Lozère, c'est-à-dire à environ 170-200 km de chez nous, très compliqué de faire les échanges paille-effluent. Et donc, dans l'optique d'aller chercher toujours à recharger mon sol en matière organique, ça fait 8 ans que, parce que j'ai 2 schémas de production, j'ai une partie de ma sol en irrigué, donc vu que j'irrigue grâce à l'Hérault, parce qu'il ne peut pas y avoir que des inconvénients à être en zone inondable, on a aussi l'irrigation pour les cultures de printemps, et une autre partie de la sol faite de cultures donc produites en sec avec blé dur, blé tendre, orge et pois chiches. Cette partie sèche, donc j'avais des problématiques. C'est la récré. J'avais des problématiques de résistance de raies-gras. Et donc pour sortir les raies-gras des blés, quand bien même on coupe la rotation avec différentes pailles ou avec les pois chiches surtout, ou des pois protéagineux, voilà, il y avait quand même ces résistances-là qui s'adaptaient aux molécules. Et donc, au bout de 6-7 ans, à insister, à essayer de désherber et de sortir ces graminées résistantes, j'ai écouté Philippe Braun, qui me l'a répété pendant des années quand même, et qui me disait le mieux, ça serait quand même d'arriver même à perte économique, de laisser ton raiegras en place et de l'exporter. Tu trouves un élevage, aussi gros qu'il soit, mais sur une petite parcelle et tu le sors. Et le fait d'avoir exporté ce raiegras, je me suis rendu compte que il revenait pas de suite. C'est-à-dire que j'avais beau labourer vieille de pois chiches, 2 ans après, j'avais le même volume de raiegras et les mêmes résistances dans mes blés. De l'exporter, j'avais réussi à pallier à cette problématique de résistance. Et donc, pour en revenir au fait que, sur la partie sèche de l'exploitation, problématique adventice résistante, manque de valorisation de l'export de ces adventices. Donc, l'idée d'implanter un couvert pour l'élevage en question qui n'existait pas, donc qui maintenant est pour ma méta, à base de seigle, tout en laissant en place les raiegras, donc me permet d'exporter le raiegras et le couvert et de faire la place libre pour mes cultures en sec, donc pour 3-4 ans. Et sur la partie irrigation de l'exploitation, ma volonté d'aller chercher toujours plus de matière organique naturellement, c'est-à-dire en faisant 2 cultures par an. Ma sol irrigué, c'est toujours d'ailleurs
2 ans de maïs, 1 an de tournesol, 1 an de blé. Donc je tourne à 50% maïs, 25 tournesol, 25 blé. Les 25 blés, ça fait plus de 8 ans que je fais des dérobés, vu que c'est des blés irrigués. Je fais des dérobés de maïs grain. Et toujours pareil, j'ai beau faire 2 cultures par an, quand on se trouve en zone inondable et qu'on laisse, on fait des maïs de 3 mètres de haut et on en récolte 20 cm, on laisse l'intégralité des résidus de culture au sol, une inondation, tout finit à la mer, donc toujours pas de valorisation. Devant mes maïs, j'ai fait aussi depuis 6 ans, je semais des couverts interculturaux classiques à base de légumineuses essentiellement pour capter un peu d'azote, à base de vesses et d'avoine. Mais pareil, coût d'implantation, gestion du couvert, destruction tardive, concurrence hydrique, voilà, j'ai eu quelques soucis. Puis problématique de valorisation économique encore une fois de ces couverts, voilà, nulle ou négative. Donc je trouvais ça trop long, ça mettait trop de temps à arriver, à augmenter mes taux de matière organique et à avoir un gain agronomique réel. Et donc du coup, je passais à l'étape d'après. Et l'étape d'après, en fait, c'était d'essayer de valoriser un peu mieux ces couverts, que ce soit les couverts à exporter sur la partie culture sèche, ou que ce soit mes dérobés de maïs ou de sorgho derrière les blés irrigués. Et donc pour ça, on a mis en place une unité de méthanisation. Aujourd'hui, grâce à l'unité de méthanisation, je ne sais pas si on peut passer à la diapo suivante. T'es allé un peu vite, mais du coup, ce que tu dis, c'est que tu partais pas de rien non plus quand même. Ça faisait quelques temps que tu faisais des couverts végétaux sur plus ou moins une grande partie de ta SAU. Et finalement, comment ton outil Méta, il t'a permis de plus facilement intégrer ou mettre en place ces couverts végétaux qui sont des cives finalement dans ton système de culture, quoi. Comment tu as pu utiliser ton outil Méta pour faciliter l'intégration? Disons que le couvert végétaux que je mettais jusqu'à présent, dans le but de valoriser l'export des adventices sur la partie sèche et d'aller chercher la matière organique en faisant 2 cultures sur l'autre, n'était pas forcément économique rentable pour l'exploitation. J'avais un intérêt à moyen long terme, ce qui pouvait être d'intérêt agronomique, mais économique toujours pas, quoi. Donc là, l'idée de la méta, c'est que j'ai un effet valorisation économique instantanée de ces couverts avec l'export, la partie transformation et méthanisation de ces couverts pour la valorisation énergie renouvelable et le retour au sol instantané ou quasi instantané d'une année sur l'autre des digestats sur les cultures. Donc ça c'est un plus, parce que là c'est la 2e année où j'ai le retour de digestat sur les cultures. Et parmi le gros plus qu'il peut y avoir, du coup, c'est l'allongement de mon assolement, avec l'intégration de 3 cultures de plus, c'est-à-dire j'ai les seigles, j'ai les maïs et les sorgho en dérobé. Et dans ma sole sèche, comme je vous disais tout à l'heure, je faisais des pailles d'hiver et pois chiches. Aujourd'hui, j'ose prendre le risque en fait d'intégrer une culture de printemps dans cette sole sèche, quand bien même on ne le faisait pas trop par chez nous, parce que en soi, le couvert interculturel que je vais mettre, ce seigle que je vais exporter, va me permettre en partie de prendre en charge la rémunération, on va dire la perte acceptée sur la culture sorgho de printemps. Donc, je produis ces couverts pour la méta, j'ai la valorisation économique de ce couvert qui, en plus de ça, prend en partie la production de la production de mon sorgho derrière, même si le sorgho perd un peu en rendement par rapport à ce que j'aurais pu prétendre faire. La valorisation des seigles à méta me permet d'aller chercher un sorgho peut-être 20 quintaux moins important que si j'avais une culture annuelle sorgho. Voilà. Donc, on va pouvoir peut-être plus le voir dans la diapo d'après où tu illustres ta rotation avant l'intégration de ton outil méta sur ton exploitation et après. Ouais. Donc avant c'était simple, c'est comme je l'expliquais là, j'avais mes tournesols, puis ensuite j'avais les sols nus de la récolte des tournesols jusqu'au blé. Bon, ça c'est infime, mais après des blés jusqu'au semis des tournesols d'après par exemple, là il y avait quand même plus de 8 mois de sol nu.
Et ces sols nus en zone inondable, avec les risques d'érosion que ça engendre et le lessivage qui va avec, ben voilà, c'était bon, facile à travailler forcément. Aujourd'hui, on a une toute autre méthode de mise en culture de nos cultures de printemps. Elles se font quasiment toutes en semi-direct ou en strip-till. Donc ça aussi, je l'avais travaillé dans les années précédentes, l'implantation de cives en semant mes dérobés de blé avec mes maïs, mes sorgho semés derrière les blés. Et donc aujourd'hui, ce qui fait que sur la sole irrigable, je me retrouve avec 10 mois sur 12, avec des sols couverts 10 mois sur 12. Donc c'est un avantage parce que en zone inondable, voilà, je suis plus tranquille d'avoir des sols couverts. C'est un avantage parce que forcément ça évite les lessivages, ça me permet d'apporter des digestats. Quand bien même on exporte, on parle que d'export de cives, ces couverts intermédiaires à vocation énergétique qui n'étaient pas produits avant et que je vais produire maintenant. C'est une culture de plus, mais elle n'a pas qu'un intérêt, c'est-à-dire à faire de la méthanisation et de l'énergie renouvelable. Comme je vous le dis, elle a un intérêt écologique parce que tout simplement elle va couvrir mon sol 6 mois de plus dans l'année. Elle a un intérêt écologique avec l'énergie renouvelable. Il y a un intérêt agronomique avec le digestat et le retour au sol de ces digestats. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, même quand j'implantais un couvert avant blé ou que je faisais un dérobé, le gain agronomique que je cherchais avec ces couverts, c'était sous condition d'avoir des conditions de dégradation optimales, avec le climat qui aille bien, avec les inondations évitées, avec tout ça. Là, c'est pas le cas. Là, je fais un couvert, je l'exporte, c'est le méta qui s'occupe de le digérer et il est retourné sous façon optimale sur la culture suivante. Voilà. Pour illustrer ça, tu peux illustrer l'itinéraire technique d'une cive d'hiver dans ta rotation. Ouais. Donc ici, une seigle. Ouais. Un seigle, donc, précédent maïs ou tournesol. Aujourd'hui, c'est implanté courant octobre. On récolte les maïs début octobre. Dans la foulée, 15 jours, 3 semaines après, on sème les couverts. Les seigles donc, vont recevoir un digestat comme seul amendement, vont pas être désherbés parce que le but du couvert, c'est que justement, par effet naturel, ils fassent concurrence aux adventices. Gros avantage de ces couverts-là, c'est qu'en plus d'aller concurrencer les adventices, le fait de les récolter immatures, on va se retrouver à exporter les adventices immatures aussi, donc on ne les laissera pas monter en graines, donc à réduire nos stocks d'adventices. Ça, c'est quand même du concret. Puis comme je disais, intégrer 3 cultures de plus dans l'assolement, l'avantage c'est que je me retrouve à ne plus faire de céréales à paille consécutives. Du moins, je me retrouve avec beaucoup plus de blé, de sorgho, de blé de maïs, de blé de pois chiches. Donc voilà, on a des seigles avec des seigles, là on ne le voit pas parce que c'est courant d'hiver, on n'est pas les digestats dessus, ce qui est le seul amendement. Du coup, on va ensuite les laisser monter jusqu'à épiaison. Dès qu'ils arrivent à épiaison, on les ensile parce que c'est début avril, courant avril. De là, on les ensile pour laisser place aux cultures de printemps. On se met demi-avril à mi-mai, on va dire. Et les cultures de printemps, comme je vous disais, pour éviter justement des préparations tardives, l'évaporation des stocks hydriques de nos sols, on a appliqué des cultures de semis en semi-direct ou en strip-till, comme là sur la photo. C'est-à-dire qu'on récolte les ensilages, dès que les ensilages sont récoltés, on épand des digestats, et de là on prépare la ligne de semis, uniquement la ligne de semis du coup. Là, on en revient aussi au fait que aujourd'hui, j'applique 1,5 litre de glyphosate pour faire sécher les chaumes. Et comme ça, ces chaumes restent en mode paillage sous ma culture. Et voilà, je me suis rendu compte sur 3 ans de culture de printemps après seigle que je m'entêtais à faire mon itinéraire de désherbage classique, c'est-à-dire mais là, le glypho pour le chaume avait l'antigerminatif et dans la foulée un rattrapage. Et ça fait 2 ans sur 3 où j'ai même plus de rattrapage, c'est-à-dire que je fais mon antigerminatif et j'en reste là parce qu'au final, le chaume de seigle me laisse un paillage naturel et donc m'évite d'avoir un trop gros stock d'adventices.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Le maïs se met en direct après qu'il lève. Forcément, il n'y a pas de miracle, il faut de l'eau, donc ça ne change pas. Et donc voilà, 4 mois après, on récolte les maïs traditionnellement en grains. Donc on fait pareil avec les tournesols semences. Et ça c'est sur la partie irriguée maïs, et sur la partie irriguée blé. Donc j'ai mes blés que je récolte classiques, début juillet, fin juin, début juillet. Je sème en direct les sorgho. On arrose là aussi parce que y a pas de... pour faire lever en plein mois de juillet, il n'y a pas trop d'issue. Par contre, on arrose des cives. Il faut savoir que quand on arrose une culture de printemps, on peut l'arroser de mi-avril jusqu'à fin août. Une cive, si je l'implante début juillet déjà, va être arrosée 2 fois. Celle-là, là, un sorgho comme ça, c'est arrosé 2 fois, ça a reçu 60 mm. Et pas de désherbage, rien, ça reste un couvert. Donc le but, c'est qu'on arrose pour faire lever le couvert. Le couvert ira concurrencer, s'il a envie, les adventices. Et quoi qu'il en soit, les adventices seront exportés avec le couvert. Et donc, en plus, c'est que voilà, ça reste des couverts biomasse, donc dédiés, qui sont énormément concurrentiels pour les adventices. Et c'est vrai que ça fait quand même pas mal de large. Quand on fait un blé derrière un couvert comme ça, on réduit pas mal l'IFT sur la culture suivante. Je crois que c'est tout. On refait. Donc pour résumer un peu les avantages de ces couverts interculturaux que je valorise aujourd'hui en méta, limiter l'érosion de mes sols en zone inondable pour les couvrir au maximum toute l'année. Je stocke le carbone dans mon sol, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai fait un bilan carbone d'exploitation, on était sur une neutralité carbone de l'exploitation avant mise en place de ces couverts, et grâce à la mise en place de ces couverts, quand bien même il y ait de la mécanisation sur l'implantation et sur la récolte de ces couverts, on est à 30% de stockage en plus. Donc on stocke 30% de plus de couverts que ce qu'on émet sur l'exploitation. Donc en plus de passer sur une exploitation à énergie positive, dans le sens où avant on générait l'énergie humaine, mais on dépensait tout un tas d'énergie qui faisait qu'on était à énergie négative, plus d'énergie dépensée que d'énergie produite. Aujourd'hui, grâce à l'énergie alimentaire qu'on continue à faire, la céréale, l'énergie renouvelable gaz, l'énergie agronomique digesta et dans 4 matins l'énergie mécanique, on bascule en énergie positive l'exploitation, en plus du bilan carbone positif grâce à ces couverts interculturaux-là. Voilà, on produit de l'énergie renouvelable verte et locale. Les engrais minéraux, on s'en passe petit à petit. Là, je suis autonome à 50% sur l'exploitation. Demain, avec l'utilisation d'un analyseur instantané d'NPK de mes digestats, j'espère gagner 10, 15, 20% d'utilisation de ces digestats. Et donc, de ces intrants minéraux que j'ai à disposition là pour pallier aux intrants de synthèse que je mets actuellement. Et le recours au phyto, c'est quand même quelque chose de concret. En 3 ans de retour d'expérience, je fais le point tous les ans là, sur le bilan technico-économique de mes cultures, notamment les blés où j'avais des résistances, où le coût de désherbage était relativement élevé. Et là, en 3 ans, c'est du significatif. Et j'avancerai les chiffres peut-être à la fin de l'année, pas de suite, mais je pense avoir gagné déjà une trentaine d'euros, ne serait-ce que sur les anti-graminées spécifiques. Et ça, c'est quelque chose qui me rassure quant à la valorisation de ces couverts sur l'export des adventices avec les couverts immatures et donc la réduction des IFT sur mes cultures. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. C'est un cercle vertueux, donc c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions autour de ce témoignage? Très certainement. Il y a eu des manips pour tester l'efficacité du méthaniseur des digestats sur les graines, la viabilité des graines de mauvaises herbes. Ça marche très bien. C'est totalement hygiénisé. Donc vous ne prenez aucun risque à réintroduire les digestats dans vos parcelles. C'est comme pour le compost. Une fois qu'on les a mis un peu à cœur, monter en température, soit ils sont brûlés, soit ils perdent de la viabilité. Voilà. C'est vrai que pour ça... Merci pour ce complément très important. D'autres questions?
ou témoignages? Le retour sur l'investissement méta. L'investissement méta, déjà, bon, à la base, il faut une étude de faisabilité qui permette de réaliser, que ce soit à échelle d'exploitation ou associé à plusieurs exploitations. Mais du moment où tous les paramètres sont au vert, je dirais qu'aujourd'hui, c'est 7 ans le retour sur investissement d'unité de méthanisation. C'était 7 ans, on va dire, avec les taux d'intérêt qui étaient ceux qu'ils étaient il y a 2 ans déjà, avec les subventions qui étaient celles qu'il y a 2 ans. Mais bon, les tarifs de rachat ont été revus et indexés sur les coûts, sur les coûts de toutes ces énergies parallèles. Donc c'est vrai que je dirais pas 7, mais peut-être 10 ans, sachant qu'on a des contrats d'injection gaz de 15 ans. Donc c'est une visibilité économique pour l'exploitation qu'on peut rencontrer avec aucune autre production de céréales tant qu'on est sujet aux cours mondiaux, quoi. Ok. C'est surtout une réflexion, mais en fait, le côté vertueux du système, il fonctionne parce qu'il y a l'eau. La grosse problématique, elle est quand même là. C'est un super atout chez vous et c'est optimisé. Mais aujourd'hui, voilà, c'est quand même la problématique de fond. Après, il y a l'eau parce que moi, l'eau, c'était une problématique avec les inondations. Et donc là, du coup, on résout une problématique en partie. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas l'eau, après, c'est plus des associations avec des surfaces comme la problématique d'Adventis que j'ai en sec, justement, accepter d'intégrer dans des secteurs où on ne faisait pas forcément de culture de printemps, intégrer une culture de printemps à moindre gain, voire sans gain, pour derrière accepter l'export d'Adventis et un gain sur les cultures suivantes. Voilà. Justement, en lien avec ça, sur les couverts estivaux, certains sont irrigués, pas irrigués parce que comment vous gérez l'irrégularité de production de ces couverts estivaux et donc ça peut avoir un impact sur l'alimentation du méthaniseur? Oui, mais là, les couverts estivaux, c'est-à-dire semés en juillet, ils sont tous irrigués, c'est derrière des blés, c'est dans la rotation de culture irriguée. Pour tout le reste, c'est uniquement des seigles de vent sorgho-grain ou tournesol-grain, quoi, c'est tout. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, Frédéric. Bonjour, merci de l'intervention. Vous avez un biodigesteur qui est très orienté digesta pour les raisons que vous avez expliquées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas tenté de favoriser un peu plus la production de méthane en intégrant par exemple sur des cycles à peine plus longs de maïs fourrage? Pas au vu des prix des céréales actuellement, non. Par contre, parce que c'est vrai que le gaz est indexé sur le reste, il n'a pas explosé comme a pu exploser les céréales non plus. Par contre, voilà, on se prend au jeu aussi et l'intérêt, pas d'aller produire du maïs pour l'ensilage, mais d'aller produire justement des céréales, parce que moi, ce qui m'a porté à faire ce projet, c'est la problématique agronomique rencontrée, c'est d'aller chercher à produire ma propre matière organique dans le but d'aller rendre mon sol plus efficient et donc du coup d'aller augmenter mes rendements. Pour l'instant, je me prends à ce jeu-là, quoi, plus qu'aux autres. Donc voilà, fermer la boucle de l'exploitation, l'autosuffisance, et ça c'est ma priorité, quoi. Voilà, et continuer à produire l'alimentaire que je produisais, mais à mieux, avec ces solutions techniques-là, agronomiques, avec moins d'intrants et avec plus de rendement, quoi. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Ok, voilà. Merci. Ouais, Jean. Oui, merci. Est-ce que vous méthanisez les germes de maïs qui restent au sol? Non. Disons que le maïs, on évite de les laisser au sol quand même. C'est les pertes, c'est ça, de récolte? Je comprends pas. C'est ça? Non, puis en maïs, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de pertes, quoi. En l'occurrence, ça se bat plus facile qu'un blé, donc il y a très très peu de... Là, ce qu'on réfléchit à faire, par contre, parce que vous l'avez vu sur les vidéos de récolte, les photos de récolte de maïs, ça laisse des tonnes de matière sèche au sol. Et ces tonnes de matière sèche, on est en train de regarder pour les broyer en déné, justement. Donc là, j'ai un entrepreneur qui équipe un endéneur spécifique parce que c'est pas de la paille, quoi. Les rafles, ça reste plus costaud pour justement valoriser ces rafles. Ouais. Et aujourd'hui, on récupère des rafles de maïs semence parce qu'on en produit quand même pas mal dans le secteur. Donc on récupère ces rafles et ces grains sortis des feuilleuses, mais pas plus, quoi. Voilà. Donc dans l'idée, oui, parce que au final, si je fais 2 cultures, c'est pour
que ces résidus de culture aillent faire la matière organique de mon sol, mais si je la valorise pas par les inondations, il va falloir trouver une solution pour le sortir, le faire digérer et le ramener. Donc ouais, c'est la suite du projet. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres Pour questions? compléter, Vas-y, du coup, Rémi. en perspective, du coup, à court terme, on va essayer de travailler aussi ton système et continuer à l'optimiser comme tu le fais, notamment en travaillant sur le pilotage de la fertie à travers ton digesta, à travers la modulation intraparcellaire que tu utilises aussi déjà à présent. Et sur ça aussi, on va essayer de le faire avec nos partenaires instituts et essayer de se comparer ou continuer les échanges avec des systèmes comparables ou qui utilisent la méta dans des contextes proches ou différents du nôtre par la suite. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage vertueux, puis bravo, bonne continuation.